Donc Sébastien Rougier, je suis très heureux d'animer cette table ronde sur les 1001 façons d'innover, les 1001 cultures d'innovation. Il est clair qu'en fonction des acteurs, il y a des points de vue, des prismes différents. Pour les fintechs, des points d'entrée sur un marché. Pour les grands groupes, une adaptation, trouver les bons partenariats. J'invite immédiatement à me rejoindre et ne pas me laisser seul trop longtemps. Anne-Laure Naveos sur la scène, Cyril Chiche, Jean Guillaume, Philippe Gélis. Merci à vous. Merci de m'avoir rejoint. Bonjour à vous. Un premier élément, effectivement, innover finalement, c'est trouver un point d'entrée sur un marché, c'est s'adapter à une situation nouvelle, c'est s'adapter à des nouveaux contextes économiques, des nouveaux contextes sociaux, etc. etc. L'avantage ici, c'est qu'on a une richesse des participants à cette table ronde et je suis très heureux de pouvoir vous convier. Le premier point, c'est quand on parle de culture d'innovation, quand on parle finalement de ces différents points de vue par rapport à l'innovation, comment on fait pour se positionner sur un marché, renouveler son positionnement quand on est un grand groupe? Alors, vaste question. Donc, bonjour, moi je suis Anne-Laure Naveos, je m'occupe du M&A et des partenariats stratégiques chez Arkea. Nous, on n'a jamais eu de grand plan fintech, vous voyez, une stratégie voilà, bien précis. En fait, on s'est retrouvés sur une vision commune, sur une envie partagée, sur une façon de faire les choses. C'est ça qui a amené cette collaboration. Et je pense que ce qui nous a rassemblés en tout premier lieu, c'est vraiment la nécessité de réinventer le métier. C'est d'abord de là que ça part. Nous, peut-être que sur l'état d'esprit, on est un peu le plus petit des grands groupes. On ne se voit pas nous-mêmes forcément comme un grand groupe, on se voit comme un challenger de la banque. Notre siège social est à Brest. Julie, voilà. Notre incubateur s'appelle Brest avec 3 S en clin d'œil à ça. Mais c'est vrai que ça nous fait sans doute voir les choses différemment. Très tôt, on s'est dit que le digital, dans la foulée de l'acquisition de Fortuneo en 2006, que le digital était un bon moyen de grandir, de dépasser les frontières. On n'avait pas et on n'a toujours pas de banque de réseau nationale avec des agences sur tout le territoire. Mais on s'est dit que finalement, le digital, le fait de se dire que ce qu'on savait faire pour nous-mêmes, on pouvait le distribuer à d'autres, donc ces activités de B2B, on peut dire de plateforme aujourd'hui, ça a été une vision dont on en a eu l'intuition dans notre projet stratégique lancé en 2008 et qui a grandi avec d'autres en fait, enfin, avec les fintechs desquels on s'est rapproché. Les premiers avec qui on a travaillé, c'est un éminent membre du board qui était là tout à l'heure, je ne sais pas où il est, c'est Geoffroy Guigou et Charles Église, donc ça s'appelait à l'époque Prêt d'Union. Quand on s'est posé, quand ils sont venus nous voir, ils cherchaient quelqu'un pour les accompagner, les financer, les aider à avoir leur agrément. On s'est dit que l'idée était intéressante et qu'il fallait absolument aider cette idée à voir le jour parce que ça allait apporter justement à notre écosystème d'innovation. Voilà, il n'y avait pas de plan d'intégration, de plan plus que ça, mais on s'est dit si nous on ne le fait pas, on ne voit pas exactement qui va le faire et donc allons-y, on verra bien ce que ça donne. Ça s'est fait finalement dans cet état d'esprit assez ouvert et un peu aventurier, mais sur cette vision et sur cet impératif commun de se dire il faut qu'on avance, qu'on innove, qu'on réinvente nos métiers et qu'on challenge ces façons de faire de la banque qui n'ont pas beaucoup bougé et avec une satisfaction client qui s'était quand même fortement dégradée depuis 30 ans. Donc voilà, c'est ça qui nous a amenés dans cette collaboration.
Merci beaucoup. Une véritable culture de l'innovation ouverte, finalement, et faire grandir l'écosystème au travers de ces actions. Cyril, je reprends rapidement tes termes. Tu as dit, finalement, dans mon activité aujourd'hui et dans mon développement, les banques sont des partenaires, sont toutes des partenaires. Alors, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis toujours. Puisqu'on parle de culture d'innovation, j'ai entendu quelque chose sur la table ronde juste avant qui est très vrai, c'est personne ne peut tout faire tout seul. Ni les fintechs, ni les banques, ni personne. En vrai, l'innovation, c'est d'abord et avant tout construire des écosystèmes pour répondre à des problématiques. Et évidemment que dans l'écosystème des fintechs, il y a les banques. On utilise des services des banques, on distribue des produits des banques. Sans banques, on n'existerait pas. Et alors que, bon, on ne va pas se mentir, sans nous, les banques existeraient. D'ailleurs, elles existaient avant nous, hein, c'est pas un secret. Mais néanmoins, je crois qu'elles ont aussi maintenant besoin pas mal de nous pour repenser ou penser leur future étape d'innovation. Ces collaborations-là, en fait, sont bonnes pour les uns et pour les autres, mais elles sont surtout bonnes pour les consommateurs. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et donc, simplement pour rebondir, Cyril, dans la culture de l'innovation que tu as développée chez Lydia, finalement, ton point d'entrée dans cet écosystème, ça a été lequel, ta focale pour rentrer dans cet écosystème? Alors nous, on n'a qu'une seule focale, c'est l'utilisateur, c'est le consommateur. Et ensuite, on essaye pas de le penser comme un client, mais de le penser comme un être humain. Non, je ne vais pas bouffer tout le temps, mais si vous voulez penser à ce qu'est la perfection de l'expérience client, et comme il n'y a pas que des jeunes dans cette salle, je vous renvoie à l'expérience du Virgin Megastore des Champs-Élysées, probablement la meilleure expérience client au monde, mais du jour au lendemain, il n'y a plus un seul client qui est rentré. Et donc, il n'y a plus de business aujourd'hui, c'est un Galeries Lafayette. Et donc, c'est ça le problème quand on pense customer-centric, c'est qu'on pense au client au moment où il est client. Et nous, comme on n'avait pas de clients, on ne pouvait pas penser aux clients. On a donc pensé aux gens, à l'humain, dans sa vie, dans son quotidien, et à quoi il aspirait, pas dans le domaine des services financiers, mais à quoi il aspirait en tant que personne. Et on a essayé d'y appliquer aussi qui on était nous, notre ADN personnel, et de faire en sorte de créer un produit, puis des produits qui sont en phase avec ça, avec des attentes qui sont des attentes profondes, qui ont été créées non pas par nous, mais par cette immense révolution que n'est pas la fintech, mais qui est l'Internet mobile, et dont la fintech est juste une des déclinaisons à une des verticales, qui est la banque. Merci beaucoup. Philippe, de ton côté, quelle est ton interaction avec les grands acteurs bancaires? Alors nous, ça a été une histoire un petit peu tumultueuse. Il y a une dizaine d'années, quand on a commencé, comme le disait Cyril, s'il n'y a pas de banque, il n'y a pas de fintech, donc il nous fallait quand même au moins une banque partenaire. C'était Barclays, au UK, qui est, je dirais, c'est un peu méconnu, de la banque qui a fait l'écosystème. S'il n'y avait pas Barclays au UK, je pense que la fintech serait 10 fois plus petite. Et je pense que c'est un peu le rôle qu'Arkea a joué en France aussi. Donc avec Barclays, ça a toujours été une relation plutôt bonne dès le départ. Et pendant longtemps, le reste de l'écosystème bancaire, c'était plutôt des concurrents, parce qu'à cette époque-là, on avait un positionnement qui était plutôt focalisé sur les prix, donc on se battait sur les tarifs, ce qui n'était pas nécessairement la meilleure chose à faire. On a beaucoup évolué, on s'est beaucoup orienté sur de la technologie qui est devenue complémentaire à ce que font les banques. Et aujourd'hui, on a donc, je dirais, on a splitté les banques en deux. Il y a celles qui veulent collaborer, avec qui on travaille, avec qui on a des partenariats, BNP, Silicon Valley Bank, pour ne pas les citer. Et puis on a les autres avec qui, je dirais, il n'y a pas réellement de relation, avec qui on est plutôt en concurrence. Mais personnellement, on ne se voit plus du tout comme un concurrent direct. On part du principe que la technologie qu'on développe et le software layer, c'est complémentaire. Et au final, si certaines banques ne veulent pas réellement collaborer, ce n'est pas réellement un souci. Donc on continue à faire notre bonhomme de chemin et on essaie de penser à l'être humain, même si nous, c'est du B2B, donc c'est un petit peu différent. Merci Philippe. De ton côté, Jean, comment on fait pour innover, créer une start-up en étant intégré ou lié à un grand groupe? Non, c'est bon, vous m'entendez? Eh bien, en fait, c'est pas si compliqué que ça, hein. L'histoire d'Esmoney, effectivement. Alors, juste d'ailleurs pour corriger par rapport à ce qui était affiché tout à l'heure, je ne travaille pas chez Lydia, ce serait un honneur, encore, Cyril. En tout cas. Voilà. Je suis dirigeant de Esmoney, qui est une fintech filiale de Natixis et du groupe BPCE. Nous, on est de l'intrapreneurship au départ, hein. C'est le groupe BPCE qui a créé un établissement de monnaie électronique dans une démarche
d'innovation, d'open innovation, pour tester un certain nombre d'usages de produits qui émergeaient sur le marché. Ce qu'on essaie de devenir aujourd'hui, c'est une fintech complète et d'avoir une vraie vision produit. Et en réalité, on est beaucoup aidé par Natixis pour ce faire. On a hébergé ensemble dans le FinTech Campus de Natixis Paiement, qui est d'ailleurs juste à côté, avec nos sociétés sœurs d'Alenis, Peplug, qui sont également des FinTech du pôle. Et honnêtement, le fait de s'appuyer sur l'expertise industrielle de Natixis en matière de paiement, en disposant de ce cadre, de cette sécurité, du coverage aussi des contacts commerciaux qu'ils ont, c'est très utile pour nous. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas de difficulté particulière, pas d'opposition sur ces sujets. Et je dirais que pour bien comprendre ça, il faut voir aussi quel est notre métier à nous en tant qu'acteur B2B dans les paiements. Moi, pour être honnête, et alors je suis un peu désolé parce que c'est le thème de la table ronde, le terme d'innovation, c'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup à titre personnel pour décrire notre activité et pour expliquer notre proposition de valeur à nos clients, à nos prospects. Nous, notre obsession, c'est vraiment de créer de la valeur, de créer des nouveaux usages. L'innovation, ça peut être énormément de choses. Ces 5, 6, 10 dernières années, il y a eu évidemment de l'innovation technologique, vous l'avez tous en tête, beaucoup d'innovation réglementaire. Finalement, nous, notre mission chez S-Money, c'est de rendre tout ça clé en main, super simple. On s'adresse à des acteurs financiers, à des retailers, à des commerçants, et on leur dit tous ces sujets d'innovation réglementaire et technologique, on en fait notre affaire avec notre API, avec nos briques modulaires. Vous pouvez construire de nouveaux usages, créer de nouveaux marchés, aller chercher de la valeur. Très bien, merci pour cette clarification et effectivement très bon point. Anne-Laure, de ton côté, en fait, on aime bien partager aussi les belles réussites. Tu as abordé certains exemples au tout début de ton intervention. Est-ce que tu retiens sur ces dernières années une belle réussite que tu as envie de partager avec nous? De collaboration, j'entends. Alors, je ne sais pas si on en a plein, mais en tout cas, il y a beaucoup d'humains là-dedans, donc finalement, chaque histoire est différente. C'est quelque chose qui répond aussi à différents enjeux, comme vient de le dire Jean à l'instant. On a beaucoup de choses, beaucoup de travail pour réinventer les choses dans nos métiers sur plein de volets différents. Peut-être une collaboration assez aboutie et sur laquelle on vient de communiquer à la rentrée, c'est ce qu'on a fait avec l'acquisition de Pumpkin. Donc quand on a racheté Pumpkin en 2017, il y avait 70 000 utilisateurs du service peer-to-peer bien connu, remboursement entre amis, donc qui se concentre sur les étudiants. Et aujourd'hui, il y en a plus d'1 million. Donc c'est une croissance très très forte. C'est déjà un point important quand on fait une acquisition. Il y a des chiffres qui circulent sur le M&A de gens très sérieux comme McKinsey qui disent que il y a plus de 2 acquisitions sur 3 qui détruisent de la valeur. De réussir déjà à préserver le rythme de croissance, c'est déjà un point, ça a l'air de rien, mais en fait c'est déjà un point très important. Donc ça, c'est une première fierté. Et la deuxième, c'est que quand on l'a racheté, c'était aussi pour développer un modèle de monétisation et des choses plus industrielles en utilisant, en alliant le savoir-faire de Pumpkin avec d'autres savoir-faire du groupe. Et Pumpkin est intégré dans notre pôle paiement, donc avec des acteurs comme Monext, comme MangoPay, notre filiale aussi de crédit qui s'appelle CFCAL. Et donc avec l'ensemble de ces acteurs, Pumpkin a mis en marché une offre qui est complètement dans les standards actuels, une offre temps réel avec une carte, du cashback avec plein de partenariats d'affiliation. Et ce projet-là s'est fait en alliant vraiment les équipes et les forces, en réutilisant des briques qu'on avait dans différents endroits du groupe. Et je pense que c'est un bel exemple de collaboration. Ça coûte beaucoup moins cher que
ce que fait Revolut. On n'a pas investi les mêmes montants, mais je pense qu'on arrive à un résultat qui permet malgré tout de rentrer dans le match et d'adresser la compétition dans le marché. Et donc c'est le pari qu'on fait là avec le lancement de cette nouvelle offre. Et surtout, ça s'est fait dans un respect des talents et des atouts de chacun. Je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire, évidemment, quand on fait une acquisition, le but, c'est pas d'imposer une façon de faire ou une culture, sinon c'est là où on détruit de la valeur. C'est au contraire de préserver la dynamique qui existait, la façon de voir les choses, la différence. Voilà, on parlait de diversité juste dans la table ronde précédente, c'est de préserver cette diversité et d'apprendre à se respecter. Moi, je pense que c'est des choses pour tous ceux qui font vraiment, qui sont les artisans de ces partenariats. C'est des choses qu'on aborde avec extrêmement d'humilité parce que voilà, on le caricature souvent. Et moi, je suis pas du tout voilà, volontaire pour caricaturer les choses des banquiers très très rigides et très à cheval sur la réglementation. Quand on a la CPR dans nos murs toutes les semaines depuis 100 ans, ça n'existait pas il y a 100 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une culture du risque, il faut faire avec dans la banque, et ça aide aussi ces acteurs innovants à progresser, et en même temps, ce regard aussi différent sur le client ou l'humain, effectivement, sur son parcours, sur la façon dont il va consommer de la banque, sur ses nouveaux usages, c'est quelque chose de très, très important, parce que le rythme de conquête qu'a Pumpkin aujourd'hui sur cette cible jeune, on est absolument incapable de l'avoir dans une agence bancaire classique. C'est sûr que plus de 1000 jeunes qui pousseraient la porte d'une agence bancaire dans la journée, c'est juste inimaginable. Donc voilà, donc c'est l'alliance des forces, c'est le respect et l'organisation du fait qu'on arrive à se comprendre, s'adapter et dire que chaque talent est important dans son unicité, dans sa diversité, et qu'il n'y a pas quelque chose qui est supérieur à l'autre, mais que c'est l'alliance des forces qui produit la valeur. L'alliance des forces, je reprends tes mots, le meilleur des deux mondes, finalement, deux cultures, alors certes les cultures respectives de chaque acteur peut être différentes, mais deux cultures qui essayent de trouver une nouvelle culture, justement. On entendait Philippe tout à l'heure avec Barclays dire qu'il y avait eu un partenariat fondamental pour la construction de ton entreprise. Jean, tu disais également que finalement la collaboration avec évidemment le groupe a été fondamentale également dans la croissance de la Corp-Up que tu dirige. Il y a quand même certaines difficultés auxquelles vous avez fait face. Quels sont les éléments, on va dire, qui existent encore aujourd'hui, qui sont clairement des points d'amélioration dans l'interaction entre justement ces différents acteurs, dans cette relation avec les grands acteurs historiques bancaires? Qu'est-ce qui est encore aujourd'hui un sujet et qui pourrait donc aider les différentes fintech, justement, qui sont probablement dans la salle et qui nous écoutent, dans cette démarche en tout cas? Donc d'abord, il faut différencier très clairement les relations clients-fournisseurs entre une fintech et une banque et vraiment les partenariats technologiques et l'innovation pure et dure. Les relations clients-fournisseurs, pendant très longtemps, les banques ne voulaient pas en entendre parler. Pour eux, la fintech, c'était des risques régulatoires, des risques de compliance. Et il y avait, je dirais, des outliers, Barclays, Arkea, qui étaient prêts à bosser avec des fintech. Mais non, c'est de la relation client-fournisseur. Aujourd'hui, je dirais qu'à peu près toutes les banques veulent les fintech comme clients. Donc ça, c'est énormément normalisé. Mais pour moi, ça, ce n'est pas des partenariats, ce n'est pas de l'innovation. Quand on parle d'innovation, et c'est ce qu'on fait, en tout cas depuis 2-3 ans, donc avec BNP, avec SVB, là, on parle de choses beaucoup plus compliquées parce qu'on parle réellement d'avoir, d'une certaine manière, une offre commune, de développer la technologie ensemble. Et là, c'est vite très compliqué pour tout un tas de raisons. Nos grands apprentissages, c'est que tout d'abord, les équipes d'innovation dans les banques, elles ne sont pas là pour innover, elles sont là pour faire de la market research et éventuellement de proposer à leurs équipes métiers des solutions innovantes, des partenariats potentiels, mais ils sont vraiment là pour être force de proposition. Ils n'ont aucune capacité à forcer l'innovation dans les banques. Donc c'est éventuellement une bonne porte d'entrée, l'équipe d'innovation, mais ce n'est pas eux qui font fonctionner les partenariats. Il faut très vite aller parler aux équipes métiers. Et si l'équipe métier, je dirais, elle n'est pas intéressée, elle n'est pas bullish, ça ne va jamais fonctionner. Et le problème après, c'est que quand l'équipe métier, elle est intéressée, elle est motivée, on fait souvent l'erreur
de passer du temps à bosser avec eux. Et c'est au dernier moment qu'on va voir compliance, légal et sécurité. Et sécurité, c'est IT security. Et alors c'est là que les grands problèmes démarrent. Parce que IT security, c'est la paranoïa poussée à l'extrême. Légal et compliance, ils ne sont pas habitués à interagir avec des acteurs du type fintech, donc petits, éventuellement, je dirais, moins bien organisés. Donc ça devient très difficile. Et nous, notre gros apprentissage, c'est qu'il faut les inclure très très tôt dans les process. Ça ne veut pas dire que ça va être simple pour autant, mais si on les inclut tôt dans les process, on a tendance à justement faire avancer les partenariats, c'est-à-dire beaucoup plus vite, relativement plus vite. Et il faut bien comprendre que dans les banques, les équipes métiers, elles ont zéro influence sur légal, sur IT security et sur compliance. Donc ils ne vont pas pouvoir réellement pousser. Ceci dit, nous, notre approche, c'est de toujours avoir ce qu'on appelle un champion dans l'équipe métier, qui soit quelqu'un le plus haut possible dans l'organigramme de la banque. Si c'est une fonction ou un rôle intermédiaire, ça ne va pas bien fonctionner. Il faut vraiment aller taper le plus haut possible. Ce n'est pas toujours facile. Mais sinon, je veux dire, ça va être des discussions infinies qui vont durer, et au final, ça n'avancera pas. Donc réunir les équipes multidisciplinaires le plus vite possible, le plus tôt possible, pour qu'ils comprennent bien les tenants et les aboutissants du sujet et avoir un décisionnaire très clair. De vos côtés, Cyril, Jean, c'est une expérience similaire aussi, c'est le point problématique dans la façon d'innover, en tout cas aujourd'hui, intégrer le plus de personnes et avoir un décisionnaire? Moi, je me reconnais dans ce que tu disais, Philippe. Après, nous, on répond d'une manière particulière à ces questions dans la mesure où dans notre métier chez S-Money, il y a une forte dimension de compliance as a service, justement. C'est-à-dire qu'on propose à nos clients, comme je disais, autant que possible, des solutions clés en main. Et là-dessus, où c'est notre agrément qui est utilisé, les processus qui vont avec. Et justement, là où peut-être nous, on a ce même type de difficulté, mais un peu plus en amont, c'est que du coup, pour sortir la première version de notre produit, il faut avoir eu l'aval de toute la filière conformité, SSI du groupe, etc. Donc, c'est, je dirais, en amont que ça se traduit par des investissements supplémentaires. J'essaie de le voir de manière positive pour ma part, en me disant que quelque part, ça nous oblige à être, dès le départ, très industriel dans notre approche. Après, et ça rejoint un peu, pour appuyer ce que tu disais, ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'innovation, pourquoi c'est un terme avec lequel parfois je fais attention. Je pense qu'effectivement, les démarches d'open innovation des grands groupes en général, pas seulement des banques, ont permis à beaucoup de fintech ou d'entreprises de technologie d'émerger. On a moins besoin, je pense, aujourd'hui, de partenaires d'open innovation que de clients, en fait, tout simplement. Je cherche moins à m'adresser à une... alors nous, on cherche autant des retailers que des partenaires bancaires, par exemple, ou des commerçants. On a envie de les accompagner sur le lancement d'une marketplace sur laquelle ils vont aller chercher des volumes, sur le lancement d'un programme de fidélité qui embarque des fonctionnalités de paiement, de cashback, qui utilise nos solutions de banking as a service. Donc, et pour moi, ça, c'est pas de l'open innovation au sens où on l'entend depuis quelques années. C'est vraiment des nouveaux marchés, des nouveaux usages sur lesquels notre produit peut avoir une proposition de valeur. Et donc, effectivement, ça implique, comme tu le dis, qu'on embarque les interlocuteurs métiers et qu'il y ait une volonté de la direction de nos partenaires potentiels pour prendre parfois ce type de risque et de lancer vraiment un nouveau marché, un nouvel usage. Justement, Cyril, sur les nouveaux usages, sur l'expérience, ta focale dont tu parlais au tout début sur l'humain, sa vie au quotidien, finalement, il y a des éléments de friction, pas véritablement. En fait, tu apportes une brique supplémentaire à tous tes partenaires bancaires. Est-ce qu'on se frictionne avec des gens, tu veux dire? En période de Covid, pas vraiment, on essaie d'éviter. C'est pas adapté, effectivement. Ouais. Merci, Émilie, ça fait plaisir. Non, nous, on ne s'est jamais disputé avec les banques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines personnes chez les banques, dans certains groupes dans les banques, ceux qui font du paiement mobile entre particuliers, par exemple, qui voudraient se disputer avec nous, j'en sais rien peut-être. Mais nous, on ne s'est jamais disputé avec personne, et pas les banques évidemment non plus, quoi. Pour une raison simple, c'est que finalement, si on regarde de manière vraiment objective la situation, sur la partie P2B, qui est la partie pour laquelle Lydia est connue, on a transformé des échanges qui avant étaient des échanges en espèces ou en chèques principalement, et donc des échanges qui coûtent de l'argent et qui ne rapportent rien aux banques, en échanges qui sont souvent des échanges basés sur le débit d'une carte bancaire émise par une banque au sein de l'application Lydia. Et donc une transaction qui rapporte de l'interchange aux banques. Donc à la fin, on n'a pas pris les clients, on n'a pas pris les dépôts,
et on a transformé des transactions qui coûtaient en transactions qui rapportent. Honnêtement, on devrait avoir une statue à l'entrée de chaque banque. Ils n'ont pas eu l'élégance tous de le faire, mais certains y pensent, on m'a dit. C'est pour taquiner. Mais non, on n'a aucune raison de se disputer. Là où, et on a beaucoup de partenariats avec les banques, là où ça se frotte un petit peu, c'est effectivement parfois quand nous, on vit par l'expérience client. C'est ça qui fait Lydia aujourd'hui, clairement. C'est pas qu'on a des centaines de brevets qu'on arrive à protéger et faire de l'argent avec les brevets. C'est l'expérience client exceptionnelle, avec une attention aux détails obsessionnelle, qui fait que Lydia existe aujourd'hui. Notre principal atout, c'est la confiance de nos utilisateurs. Alors, on a de la chance, on en a 4 millions. Ça rend 150 000 nouveaux clients, 5 000 par jour. Mais la confiance, ça se gagne avec beaucoup de sueur, de larmes, de travail, d'investissement, et ça se perd très facilement. Et donc, il y a des moments où c'est un peu difficile, c'est quand on n'est pas aligné avec un partenaire bancaire sur ce qui, pour eux, sont des détails, et ce qui, pour nous, est notre raison de vivre. Donc, par exemple, il y a un problème chez un partenaire bancaire, et il dit, bon, ben, normalement, il n'y a pas de problème, on a mis tout le monde sur le pont, ça va être réglé dans les 48 prochaines heures. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit réglé dans les 48 prochaines secondes. Parce que chaque minute, il y a des milliers de personnes qui transactent, et si la prestation ne peut pas être fournie, c'est une catastrophe. Et donc là, il y a encore, on voit bien qu'on n'a pas le même rythme d'horloge, ou le même niveau d'attention aux détails. Mais c'est normal, puisqu'on ne traite pas du tout les mêmes volumes et les mêmes sujets. Donc quelqu'un qui va traiter des centaines de milliards de transactions, beaucoup en wholesale et compagnie, pour lui, un projet qui va prendre 6 mois, franchement, c'est le projet de l'année tellement qu'il est allé vite. Nous, un projet qui va prendre 6 mois, on le tue. C'est qu'il y a un problème. On ne l'a pas bien découpé, on ne l'a pas bien loti. Donc voilà, on a encore quelquefois ces décalages, mais en vrai, de moins en moins, ce n'est pas parce que nous, on commence à devenir moins agile, c'est juste que à partir du moment où on travaille ensemble, on se met d'accord avant sur qu'est-ce qui est attendu des deux côtés et qu'est-ce qu'on attend en termes de niveau de vitesse d'horloge. On synchronise les vitesses d'horloge. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, dans cette synchronisation des vitesses d'horloge, de ton côté, Anne-Laure et Jean également, dans cette collaboration du coup qui est nécessaire et cette adaptation à différentes cultures de travail, comment ça se passe concrètement quand il y a cette intégration d'un entrepreneur qui a travaillé toute sa vie pour arriver à vous convaincre qu'il y a de la valeur? Comment ça se fait, cette intégration? Nous, déjà, on ne parle pas d'intégration, en fait. Enfin, on n'aime pas le terme d'intégration, puisque justement, c'est l'inverse de la collaboration. Nous, c'est même des sujets assez juridiques ou techniques, mais en fait, nous, on garde des entrepreneurs associés au capital qui restent intéressés au succès de l'histoire, et on se comporte avec une entreprise, avec une fintech qu'on a rachetée, à peu près comme on se comporte avec une fintech dans laquelle on a pris une participation minoritaire, c'est-à-dire dans le fait que c'est un projet entrepreneurial. Ce sont les entrepreneurs à la tête de ces succès qui sont en charge, de ces filiales qui sont en charge du succès du projet. Et ensuite, on interagit comme... on a des équipes qui s'occupent aussi de ces relations, d'aller travailler. On organise les choses. Il y a des patrons de ligne métier qui sont dans les boards et qui sont là pour faciliter et fluidifier les échanges. Mais c'est très différent. C'est sûr que là aussi, on est sur une table ronde qui parle de culture. C'est sûr qu'un entrepreneur au capital de son entreprise, c'est pas du tout le même point de départ, la même prise de risque qu'un salarié de grand groupe. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et après, c'est pas plus facile d'être salarié de grand groupe. Il y a plein de dimensions qu'il faut gérer aussi. Je vous en parlerai sur notre table ronde. Mais c'est juste que c'est des choses qui sont différentes et qu'il faut surtout pas casser. Pour moi, ça fait partie des ingrédients du succès. Et donc, c'est ça, quand je dis qu'on essaye vraiment de respecter et de mettre tout en place pour favoriser
la diversité et la différence, c'est y compris dans des mécanismes de gouvernance, d'organisation et de collaboration qui sont extrêmement clairs et sur lesquels on est un actionnaire qui a un droit de regard, d'autant plus c'est d'autant plus dans les acquisitions. Mais comme quand on est minoritaire, on peut avoir aussi des vétos ou des décisions réservées. Mais après, ça se fait. Ça, c'est les outils un peu juridiques. Mais nous, l'objectif, c'est surtout que chacun se sente responsable, enfin reste en charge du développement et du succès du projet. Et pour reprendre le terme de Cyril, l'adéquation entre deux horloges, deux timings, deux process de décision, tu parlais de gouvernance, est-ce que justement les équipes en interne, en termes de culture, évoluent grâce à cette confrontation, désolé d'utiliser un terme un peu agressif, mais cette confrontation qu'il y a entre des entrepreneurs qui étaient autonomes, pleinement autonomes, et qui maintenant intègrent un grand groupe, et des équipes qui donc du coup progressent avec lui, mais à un rythme probablement différent? Ouais, je pense que, nous, on fait du B2B depuis 2006. Ça a été un vrai choc culturel de se lancer. Quand on est un banquier dont toutes les usines ne travaillent que pour ses propres réseaux, c'est sûr que l'exigence n'est pas la même. C'est pas, après c'est un rapport de collègues dans un grand groupe. Quand il y a des clients, qu'il y a des SLA, enfin des pénalités si jamais on n'a pas la disponibilité de l'application, on n'a pas la réactivité, etc. Ça change complètement le rapport. Donc ça nous oblige à rentrer dans une exigence d'instantanéité, de réactivité bien supérieure. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a posé ce choix stratégique très, très tôt. Donc ça fait quasiment 15 ans maintenant que nous, c'est cette culture-là d'avoir des clients qui payent pour un service avec des indicateurs de qualité de service. Quand ça fait 15 ans que c'est le cas, ça a irrigué toutes les couches, y compris jusqu'à celui qui produit le reporting comptable et réglementaire. Ça a été un bouleversement sur l'ensemble de la culture des équipes. Je dis pas que tout est fait, qu'il n'y a plus aucune friction et que voilà, c'est pas. Mais en tout cas, ça a fait progresser effectivement tout le monde au-delà de la fintech. C'est pas que la fintech, mais vraiment cette volonté de se développer en prestation de services pour compte de tiers. Ça a été ça, je pense, le facteur de changement initial de la culture d'Arkea. Et après, c'est aussi, je pense, ce que les fintechs ont trouvé chez nous, il y avait déjà un travail qui avait été fait pour comprendre que oui, c'était important et qu'on ne pouvait pas dire ce sera disponible dans une semaine et c'est notre priorité. Enfin, voilà, donc toutes ces choses-là, et on a des petits et des gros clients. On vient d'annoncer un partenariat avec AXA Bank. On opère aussi la Banque d'Alliance en France. La Banque Postale utilise nos plateformes aussi pour leur clientèle patrimoniale. Enfin, ce que je veux dire, c'est quelquefois ces pénalités peuvent aller très loin. Dans les paiements, Monext sert aujourd'hui quasiment tous les supermarchés. C'est sûr que si un samedi Monext n'est pas disponible, plus aucun Français peut faire ses courses, quoi. Donc c'est quand même un sujet. Et la plupart des grands sites de e-commerce sont aussi branchés sur les plateformes. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que cette culture-là, elle existe. Après, au quotidien, oui, c'est des gens qui nous rappellent à l'exigence, si je veux le dire, voilà. et avec lesquels on reste très conscient et très réveillé sur la nécessité d'innover et d'aller vite. Ouais. Merci. Jean, quand on a une culture d'entreprise de type Corp-Up Studio, où Natixis met en place des choses pour créer en série des startups, justement, est-ce que c'est un changement d'état d'esprit? Il y a une vraie culture qui s'est créée? Est-ce que ces problématiques qui sont listées, elles n'existent plus de ton côté? Je pense qu'elles ont... En une minute. Ouais, d'accord, je serai rapide. Non, honnêtement, ça se passe très bien de ce côté-là. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, très franchement, sur la question du rythme, j'ai plutôt un actionnaire qui me demande d'aller le plus vite possible. Donc on est plutôt aligné là-dessus. Par rapport à une fintech indépendante,
Je passe certainement plus de temps qu'un dirigeant de fintech indépendante à créer les décisions, à créer le consensus sur ce qu'on veut faire chez S-Money. Mais finalement, c'est du temps que je ne passe pas par ailleurs à chercher du funding, à syndiquer les actionnaires quand on en a plusieurs, etc. Donc je ne suis pas sûr que ce soit particulièrement plus difficile. Après, chez nous, on est vraiment dans une business line de Natixis, dans une business line à l'intérieur de Natixis Paiement, pour aller chercher des nouveaux marchés, créer de la valeur dans le cadre de la stratégie du pôle. Donc je pense aussi que c'est ça qui fait que l'alignement se fait assez facilement en fin de compte. Très bien. Je vous propose, il nous reste plus que 3 minutes. On a beaucoup échangé évidemment sur les différences entre les différentes cultures. Le point peut-être pour notre audience, c'est aujourd'hui, Cyril, Philippe, si vous aviez à recréer à l'instant T Cantox et Lydia, qu'est-ce que vous feriez en premier dans la relation avec les grands groupes et quelles barrières vous ne trouveriez plus aujourd'hui dans votre création d'entreprise? Ben déjà aujourd'hui, toutes les banques veulent les fintechs comme clients, donc il n'y a plus de problématique à trouver, on va dire un partenaire, mais en réalité c'est un fournisseur de services bancaires. Donc ça irait par défaut plus vite et on aurait différents acteurs, donc on pourrait choisir la meilleure offre, chose qui n'était pas du tout le cas à l'époque. On prenait au final le seul qui était disponible. Mais au final, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a un moment où les fintechs, je dirais, sont plus du tout limités par donc la disponibilité d'offres bancaires, de services bancaires ou de partenaires bancaires. Donc, nous, on a démarré à une époque où c'était peut-être la plus grosse barrière à l'entrée, plus que la régulation, c'était d'avoir le partenaire bancaire et il n'y en avait quasiment aucun. Aujourd'hui, je dirais, ça c'est hyper facile. Donc en fait, le lancement d'une boîte de fintech est beaucoup plus simple aujourd'hui dans ce sens. Tout le monde a toujours pensé que c'était la régulation qui était compliquée. Moi, je trouve que ça ne l'a jamais vraiment été. Le vrai souci, c'était le partenaire bancaire qui était capable de fournir les services, d'aller vite, d'être compréhensible, d'avoir des équipes, je dirais, plutôt business-friendly, qui comprenaient les enjeux. Et aujourd'hui, ça, c'est une réalité dans tous les marchés à peu près en Europe. Sans parler du fait que dans certains pays, ils font du dumping pour attirer les boîtes de fintech. Donc, je dirais aujourd'hui, le playground, il est là pour réellement se lancer rapidement. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Cyril, il y aurait encore de l'espace pour Lydia aujourd'hui d'exister? Si ça n'existait pas, oui. Par la force des choses. Oui, en vrai, il y a la question de savoir est-ce qu'il y a de l'espace. Oui, il y a toujours de l'espace. Et cet espace, il est tout petit. En fait, c'est l'espace qui se trouve entre ce qui fonctionne et l'optimal. Et c'est un tout petit espace, mais il existe toujours en vérité. Et il faut avoir ça en tête tout le temps, quelle que soit la taille qu'on a. Chez Lydia, on a fait un truc assez bizarre. En 2018, ça faisait 7 ans qu'on avait commencé, même si on a lancé qu'en 2013. Et donc, on avait fait un certain nombre de choix à l'époque, architecturaux, d'IT, tout ça. Et en 2018, on a réussi à convaincre nos actionnaires qui ont eu l'élégance de dire OK à financer ce genre de programme, de prendre un programme qui a duré, qui n'est pas encore fini, qui va terminer au premier trimestre 2021, de transformation de tous les fondamentaux de Lydia. Donc, on a revu tous les process, tous les outils, y compris la code base, c'est-à-dire dans quel langage est codé Lydia. Et on a tout remis ça à plat, on en a gardé certains, on en a changé beaucoup. Et c'est quelque chose qui est très très profond, très difficile, mais qui permet de ne pas avoir de legacy, de ne pas se retrouver dans 7 ans avec des infrastructures, du code qui date de 15 ans et qui n'est plus du tout à l'optimal, qui fonctionne, mais qui n'est plus à l'optimal. Et la différence entre ça fonctionne et l'optimal, c'est ce qui a permis de faire Lydia. Merci beaucoup. Du côté des intrapreneurs, si tu peux donner un conseil, puisque finalement on a parlé des entrepreneurs, mais il y a aussi ceux qui innovent en interne. Quel conseil tu peux leur donner? Être super clair et incisif sur la proposition de valeur. Un grand groupe a beaucoup de moyens. Il a aussi un rapport au risque un peu particulier peut-être. Si on arrive avec une idée très très forte, qu'on a une conviction et une équipe, on peut obtenir le funding et faire exister un projet. Il ne faut pas avoir peur d'oser et d'aller au bout de la démarche. Alors de ton côté, un petit conseil aux entrepreneurs qui doivent effectivement te contacter très fréquemment? Je ne sais pas si j'ai un conseil. J'ai envie de dire, la vie est faite d'opportunités, de rencontres. Il faut effectivement oser. Et
j'ai pas envie de transmettre des encouragements, des conseils. Je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire et il faut trouver les bonnes idées, les bons créneaux et les problèmes qui restent à résoudre. Voilà. Merci beaucoup. Le temps est passé relativement vite. On est un petit peu en retard. Mais merci beaucoup pour vos interventions. Et merci à vous d'avoir écouté et suivi cette table ronde. Bonne journée. Plaisir.